Une attaque de fourgon vient d'être perpétrée il y a une quarantaine de kilomètres de la capitale. Pendant que je suis occupé à observer Marco derrière son bar, notre officier est en réunion avec le procureur et un agent undercover justement, celui qui a joué au poker avec les petites frappes de Louis l'autre nuit. Martin et Mike se sont vantés d'être les rois de l'attaque sur fourgon, qu'ils allaient bientôt se retirer des affaires, les poches pleines. Puis Mike a raconté une histoire inattendue. Mike a raconté une histoire inattendue. Ça donnait à peu près ceci. Tu te rends compte, un soir, mon boss, Louis, m'a demandé de l'attendre à la sortie 27 de l'autoroute, en pleine Cambrousse, et il s'est pointé à la tombée de la nuit dans une M5. Ouais. Il me dit, monte à l'arrière, planque-toi sous la couvente. Ça roule sec. Ce taré me dit, tu vas sauter et tu te planques dans le fossé. Il fait ralentir la M5 et je saute, oui, c'est Louis qui le demande. Tu vois le truc, 1 heure après, j'étais dégueulasse dans mon fossé quand Louis est revenu me chercher. Taré, je vous dis. Sorti de nulle part, ce con me dit, t'as vu quelque chose? Non, je vous jure. Ah oui, à part un lapin. Ah oui, et aussi 5 à 6 bagnoles, tout feu éteint, qui se collaient au cul. Stupéfaction dans le bureau. Pour le procureur, c'en est trop. Il faut intervenir. Pour notre officier, c'est clair, il faut continuer. Poursuivre nos investigations. Savoir si le comportement des truands a changé. C'est capital. C'est capital. Ça va être chaud. Il va se passer quelque chose. Vont-ils se débarrasser de la M5? Vont-ils commettre leur braquage? Pour lui, ces truands ne lâcheront pas l'affaire. Ils ont faim. Notre officier demande à l'agent infiltré quel est son sentiment par rapport aux réactions de Mike. L'agent infiltré déclare que les réactions ont été divergentes. Pour Mike, qui n'a rien compris du tout, ça reste bizarre ce qu'il a vu. Louis, lors du retour vers la capitale, a dit qu'ils étaient repérés et que les flics étaient à leur trousse et qu'ils avaient repéré la M5. Marco, un ancien militaire, a gardé tout son sang-froid. Et il a effectué de la contre-observation sur le chemin du retour. Et il a conclu que personne ne les suivait. Louis, à qui on ne l'a fait plus, est descendu avec Mike à la sortie 27. Marco a repris l'autoroute, seul au volant de la M5. Il a continué vers le box, ce qui explique ce que nous avons entendu de notre équipe en advance ce soir-là. Marco rentre seul avec la M5 dans le box. L'agent infiltré n'a posé aucune question. Il a laissé raconter. Mike a parlé de certains éléments qui permettent aux enquêteurs d'être sûrs que Martin et lui, les 2 petites frappes du gang, ont du sang sur les mains. Notre officier décide de faire immédiatement changer nos jeux de plaques d'immatriculation, de louer 2 véhicules et propose au proc une prolongation de 24 heures. Cet homme de loi aux lourdes responsabilités aura des comptes à rendre en cas d'échec, mais surtout en cas de mort d'homme au cours de l'attaque qui est en train de se préparer. Les équipes repartent sur le terrain. 2 heures plus tard, l'officier me rappelle. Rien de neuf depuis ton échauguette, négatif. Marco est seul dans l'octave. Et à l'intérieur, on se prépare pour le coup de feu du déjeuner. Notre stratégie consiste à rester à couvert, c'est-à-dire prendre des distances en filature, être prudent, bref, faire velours. J'occupe le poste fixe et 2 équipes seulement se trouvent à bonne distance de moi. Notre matériel vidéo est placé sous alarme. Le box de la M5 est surveillé, de même que le garage d'Avrel. Il ne s'est rien passé de toute la journée. Marco a dormi dans le studio au-dessus de son établissement. Les hommes du groupe, mes collègues, sont rentrés chez eux. Moi, j'ai effectué un tour avec ma moto avant de rentrer. J'ai besoin d'en savoir plus. J'ai effectué un passage devant leur box et je suis rentré. Quelque chose n'est pas habituel. C'est trop calme. Tu vois le tableau? Voiture volée, on est chaud,
les gars se rassemblent, tout est en place, et puis plus rien. Que se passe-t-il? Serions-nous grillés? Rappelle-toi nos voitures tout feuilletons que Mike a vu passer. Le doute entre Louis et Marco. 3 heures du matin, mon beeper sonne. Je décolle une paupière, c'est le numéro de l'officier qui s'affiche. Il m'appelle depuis le bureau. S'il est déjà à la base, c'est important. Je saute dans mes vêtements, je fonce au groupe. Le moteur de ma moto n'a pas eu le temps de refroidir suite à ma balade nocturne. Arrive avec moi un gars de l'intervention, rappelle-toi. Un autre observateur et l'officier. Sur le tableau de la salle de briefing, quelques informations sont notées. Claires, très claires comme toujours. Une attaque de fourgon vient d'être perpétrée à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Le point précis est indiqué en coordonnées militaires. Durant l'attaque, des armes de guerre ont été vues. Il n'y a pas eu de blessés, le butin est très lourd. On parle de dizaines de millions. Et surtout, une BMW puissante a été vue. Et on parle de couleur sombre. Le proc attend que nous validions ces infos pour faire arrêter tout ce beau monde. 2 véhicules d'intervention préalablement préparés sont sortis. 2 équipes de surveillance discrètes sont envoyées au box. Mais surtout, un technicien. Ce spécialiste est appelé en renfort pour visionner les bandes d'enregistrement. Ah oui, t'as bien entendu, les bandes d'enregistrement. Bon, ça, tu l'as sûrement vu dans de très vieux films. Ben non, on n'avait pas de disque dur à cette époque-là, pas d'internet, non, rien. On avait des bandes magnétiques, fragiles, enfermées dans des grosses boîtes en plastique, des cassettes. Eh bien, c'est ça que le spécialiste est parti chercher. Mes collègues me rejoignent à proximité du box, où je me suis immédiatement rendu. Un autre part occuper le château d'eau à côté de chez la petite amie de Marco. Mais oui, ça pourrait leur servir d'étape de fuite où un véhicule de relais serait resté caché. 2 équipes d'intervention sont en position à mes côtés, au box. Elles sont munies d'armes de guerre, gilets pare-balles, prêtes à intervenir. Le pick-up est prêt. On dit qu'il est fermé. L'attente commence. Dans ce genre de situation d'attaque nocturne, il est possible que le gang attende à couvert, que la circulation s'intensifie et que la radio publique annonce les premiers éléments de l'enquête. Il arrive que les journalistes donnent des éléments qui aident les truands à réussir leur fuite. Le procureur, lui, a délibérément oublié de parler dans sa conférence de presse qu'une BMW noire avait été remarquée à proximité de l'attaque. Tombe alors une information capitale. Le spécialiste, celui qui a visionné les cassettes, a vu que vers minuit 30, Louis et Marco sont arrivés au box à bord de la Mercedes et en sont repartis avec la M5. Cette information ne fait que confirmer ce dont j'étais sûr. Nous allons voir arriver nos truands. À preuve supplémentaire, je vois la Mercedes de Marco. Ils l'ont laissée près du box. Vers 8 heures du matin, arrive la M5. Elle s'est noyée dans le trafic des premiers travailleurs qui se rendent à la capitale. Ce sont les équipes d'intervention qui la voient arriver en premier. Bon, c'est souvent le cas. Ils occupent une place plus distante de l'objectif final. Cela nous arrange bien dans un premier temps, car ils peuvent commencer à faire mouvement vers le box et accompagner discrètement l'arrivée de nos truands. Ben oui, lorsqu'ils les ont vus passer, ils les ont suivis. La stratégie de l'officier, et crois-moi, c'était la meilleure, c'est d'attendre l'arrivée de la M5, la laisser entrer à l'intérieur du box, moteur coupé, portes ouvertes, avant l'intervention. Ça me tend un peu, en effet. Louis est insaisissable, et je crains que Marco ne ressorte seul. Les choses se sont passées différemment. Les équipes d'intervention voient passer la M5. Ils la suivent en se tenant à distance. Ne brûle pas le dernier feu rouge et signale que la grosse Allemande entre dans la rue du box. En effet, je la vois. Elle passe devant nous, mais qu'est-ce qu'il faut? Elle continue. Elle s'immobilise au bout de la rue. Je signale que le feu de circulation est au vert. Mais oui, c'est vert. Et pourquoi est-ce qu'elle s'arrête? Le feu passe au rouge et la M5 effectue un demi-tour pour revenir vers le box. C'est un dernier check de leur part. Les équipes d'intervention sont prises de court, car elles ont continué à suivre la BM et se sont engagées dans la rue du box. Risqué d'intervenir dans ces conditions. Le chef des équipes d'intervention prend la décision de contourner le quartier. Il est suivi par son second véhicule. Ils veulent à tout prix éviter l'affrontement de voitures en mouvement. Rapide tour du pâté de maison, le temps pour eux de revenir sur les lieux où Marco est déjà rentré avec la M5 dans le box. Et il ressort seul du box.
Il se dirige à pied vers la Mercedes. Merde, Louis n'est pas avec lui. Marco démarre. Tout à coup, il s'arrête. Et Louis s'engouffre dans la Mercedes. Et il redémarre. Quand je pense que j'ai failli lui dégonfler ses pneus. Feu vert est donné par l'officier pour procéder à l'arrestation. Les véhicules de l'intervention s'approchent de la Mercedes. Ils roulent à très faible allure, légèrement distants. Soudain, l'un d'eux barre la route et l'autre lui coupe la retraite. Louis et Marco sont pris en tenaille. Les hommes de l'intervention bondissent de leur véhicule et procèdent aux arrestations. Ça doit aller très vite, dit l'officier. Ils sont encore armés. Marco et Louis sont extraits manu militari, sont plaqués au sol pour une fouille corporelle. Arrestation réussie, mais notre matériel a souffert. Dans l'heure, Avrel est interpellé dans son lit, chaussures aux pieds. Il essaiera de nous faire croire qu'on l'a réveillé en plein sommeil. Les deux petites frappes, Mike et Martin, sont arrêtés dans la matinée chez un complice, après avoir sauté par une fenêtre. Le beau a été pris quelques jours plus tard à son arrivée à l'aéroport avec un billet pour les Caraïbes en poche. Au cours des perquisitions qui ont suivi, nous avons retrouvé des gilets pare-balles, des armes de guerre, du chloroforme, des cagoules, des tenues de policiers, des armes de poing de gros calibre, des bobines de fil électrique, bleues et rouges, 2 voitures volées et une fourgonnette équipée comme un sous-marin de la police. Mais aucune trace de l'argent.